Vous êtes sur le point d'entendre une histoire vraie qui va bien au-delà des apparences. Une histoire où les secrets de famille ont tissé une toile complexe, affectant plusieurs générations. Bienvenue dans Secrets de famille et vérité, cachée, le secret dévastateur qui a bouleversé nos vies. Un récit authentique qui explore comment un simple secret peut transformer à jamais la trajectoire d'une famille. Je m'appelle Claire, et cette histoire commence dans une petite ville du sud de la France, là où tout semblait parfait aux yeux des voisins. Notre maison, située au bout d'une rue pavillonnaire tranquille, abritait pourtant un lourd secret transmis de génération en génération. C'était l'été 2005, j'avais 17 ans lorsque ma vie a basculé. Mes parents, Émilie et Jean-Marc, semblaient former le couple idéal. Ma mère, institutrice appréciée de tous, et mon père, cadre dans une entreprise locale, incarnaient ce que beaucoup considéraient comme la réussite familiale parfaite. Mais derrière leur sourire poli et leur apparente harmonie, se cachait une vérité que personne n'aurait pu soupçonner. Chaque dimanche soir, après le traditionnel repas familial, mes parents disparaissèrent dans leur bureau pendant exactement 45 minutes. Cette habitude immuable avait toujours intrigué mon frère Thomas et moi-même. Les contes, disait ma mère avec un sourire forcé chaque fois que nous osions poser des questions. Mais ces rendez-vous hebdomadaires cachaient bien plus qu'une simple gestion financière. Ce qui me frappait particulièrement, c'était l'atmosphère qui régnait ensuite dans la maison. Une tension palpable s'installait jusqu'au mercredi suivant, jour où ma mère semblait retrouver progressivement sa sérénité habituelle. Mon père, quant à lui, affichait une rigidité inhabituelle, comme si chaque mouvement était calculé, contrôlé. Notre quotidien semblait réglé comme une horloge suisse. Pourtant, certains détails étranges attiraient mon attention depuis plusieurs années. Il y avait cette vieille boîte en fer blanc, soigneusement dissimulée dans le grenier, que j'avais découverte par hasard lors d'un déménagement partiel. Vide. Mais curieusement, elle portait encore les traces d'avoir contenu des documents importants. Et puis, il y avait ces coups de téléphone mystérieux que ma mère recevait parfois tard le soir, conversations chuchotées rapidement interrompues à mon approche. La véritable rupture dans notre routine survint un samedi matin de juillet. En descendant prendre mon petit déjeuner, je découvris une scène inédite. Mes parents, assis face à face dans la cuisine, des dossiers étalés devant eux. Leur expression était grave, presque solennelle. Ce fut la première fois que j'entendis mon père prononcer ces mots qui allaient changer notre existence. « Il est temps que tu saches. » Ma mère, visiblement bouleversée, serrait entre ses mains tremblantes une enveloppe jaunie par le temps. Elle me regarda avec une intensité que je ne lui connaissais pas, comme si elle pesait le poids des conséquences de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. « Claire !» commença-t-elle d'une voix étranglée. « Tout ce que nous t'avons raconté sur ta naissance, tout cela n'est qu'un mensonge. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je restai figée sur le seuil de la porte, incapable de comprendre pleinement ce qui se passait. La lumière du matin, filtrant à travers les rideaux, projetait des ombres dansantes sur le visage de mes parents, accentuant leur détresse. C'était le début d'une descente vertigineuse dans les méandres d'un secret de famille vieux de plusieurs décennies. Un secret qui allait non seulement remettre en question tout ce que je croyais savoir sur mes origines, mais aussi bouleverser à jamais les fondations de notre famille. Cette révélation marqua le début d'une série d'événements qui allaient s'enchaîner inexorablement, dévoilant peu à peu les ramifications complexes d'un passé soigneusement enfoui. Un passé dont les conséquences allaient se répercuter bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Nous revoici dans cette cuisine baignée de lumière matinale, là où tout a commencé à s'effondrer, où les certitudes forgées au fil des années se sont soudainement fissurées, révélant des vérités trop longtemps enfouies. Accrochez-vous, car ce qui suit est bien plus qu'une simple révélation familiale. Ce matin-là, alors que ma mère tenait toujours cette enveloppe jaunie entre ses doigts tremblants, le temps sembla se suspendre. « Claire » reprit-elle d'une voix plus ferme, « tu n'es pas notre fille biologique. » Ces mots, simples en apparence, percutèrent mon esprit comme un séisme dévastateur. Mon père, les mâchoires crispées, ajouta rapidement « Mais tu fais partie de cette famille. Rien ne changera cet amour que nous te portons. » L'enveloppe contenait plusieurs documents officiels,
des certificats médicaux et surtout une lettre, manuscrite datée de 1987. Tandis que mes parents alternaient entre explications hachées et silences lourds de sens, les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. J'appris que ma véritable mère biologique, Marie-Claire Dupuis, avait été la meilleure amie de ma mère adoptive durant leur jeunesse. La lettre révélait une histoire poignante. Marie-Claire, alors âgée de 19 ans, avait découvert sa grossesse alors qu'elle menait une brillante carrière artistique à Paris. Issue d'une famille catholique stricte, elle savait que cette situation mettrait fin à toutes ses ambitions professionnelles et familiales. Après de longues discussions avec ma mère adoptive, elles avaient pris ensemble la décision que cette dernière élèverait l'enfant comme le sien, prétextant une fausse grossesse pour éviter les ragots locaux. Ce que personne n'avait prévu, c'était l'impact dévastateur que ce secret aurait sur leur amitié. Mes parents m'expliquèrent que Marie-Claire, incapable de supporter la distance avec moi, avait tenté de reprendre contact à plusieurs reprises. Chaque tentative avait été systématiquement bloquée par ma mère adoptive, consumée par la peur de perdre ce qu'elle avait construit. Ce conflit silencieux avait finalement conduit Marie-Claire à quitter la région, emportant avec elle une douleur indicible. Plus choquant encore fut d'apprendre que mon frère Thomas, de 2 ans mon aîné, n'était pas non plus le fils biologique de mes parents. Il avait été adopté quelques mois avant moi, dans des circonstances similaires mais distinctes. Cette double adoption avait créé une pression constante sur le couple. Chaque anniversaire, chaque réunion de famille étant une occasion potentielle de vérité révélée. « Pourquoi maintenant ?» avais-je demandé, la voix tremblante. « Parce que… » Ma mère s'interrompit, cherchant ses mots. « Parce que Marie-Claire est gravement malade. Elle souhaite te rencontrer avant qu'il ne soit trop tard. » Les implications de cette révélation étaient dévastatrices. Tout ce que je croyais savoir de ma vie, de mes racines, de mon identité même, s'effondrait sous mes yeux. Les souvenirs d'enfance, les traditions familiales, les ressemblances physiques que j'avais toujours pris pour acquises, tout cela prenait un nouveau sens, ou plutôt perdait tout sens. La semaine qui suivit fut un véritable cauchemar éveillé. Mon frère Thomas, confronté à la vérité simultanément, réagit avec une colère explosive. Il refusa de parler à nos parents pendant plusieurs jours, enfermé dans sa chambre, la musique à plein volume pour masquer ses sanglots. Nos relations fraternelles, déjà tendues par l'adolescence, devinrent virtuellement inexistantes. Quant à moi, je me réfugiais dans le déni. J'allais en cours comme un automate, répondais machinalement aux questions, accomplissais les gestes quotidiens sans vraiment les vivre. La nuit, je me réveillais en sueur, hanté par des rêves où des visages inconnus me fixaient avec insistance. Qui étais-je vraiment ? Quelle était ma véritable place dans ce monde ? Mes parents, conscients de la gravité de la situation, essayèrent de maintenir une façade de normalité. Mais leur propre relation commençait à se fissurer sous la pression. Les disputes nocturnes se multipliaient, souvent ponctuées par des crises de larmes de ma mère et des silences obstinés de mon père. Leur mariage, construit sur ce secret monumental, vacillait dangereusement. Puis vint le moment fatidique de la rencontre avec Marie-Claire. Dans une chambre d'hôpital stérile, je rencontrai cette femme qui avait donné naissance à mon corps, mais qui m'était totalement étrangère. Sa ressemblance avec moi était troublante. Mêmes yeux verts, même forme du visage, même manière de froncer les sourcils quand elle réfléchissait. Mais c'était surtout dans son regard que je me reconnaissais. Cette même intensité, cette même vulnérabilité que j'avais toujours sentie en moi sans pouvoir l'expliquer. Marie-Claire, affaiblie par la maladie mais lucide, me raconta son histoire personnelle, son talent artistique, ses rêves brisés, son combat intérieur entre la maternité et l'ambition professionnelle. Elle me montra des croquis qu'elle avait faits de moi bébé, des poèmes qu'elle avait écrits dans ses moments de solitude. Chaque œuvre était une lettre d'amour silencieuse, un cri muet vers l'enfant qu'elle avait dû abandonner. Cette rencontre marqua un tournant radical dans ma perception de la réalité. Je réalisais que la vérité n'était pas une entité statique, mais un patchwork complexe de perspectives différentes. Mes parents adoptifs n'étaient ni des héros ni des monstres. Ils étaient simplement humains, ayant fait face à des choix impossibles dans leur jeunesse. Marie-Claire,
loin d'être une étrangère, était une femme courageuse qui avait sacrifié sa propre vie pour offrir à son enfant une chance qu'elle croyait meilleure. Cependant, cette compréhension intellectuelle ne suffisait pas à apaiser la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. Comment pouvais-je intégrer ces nouvelles informations sans perdre pied? Comment concilier l'amour sincère que mes parents adoptifs m'avaient toujours montré avec la trahison implicite de ce secret monumental? Cette période de chaos émotionnel aboutit à une crise existentielle profonde. J'abandonnais mes projets d'études initiaux, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Les relations avec mes amis se distendirent, chacune de leurs questions anodines me rappelant cruellement tout ce que je venais d'apprendre. Même les espaces familiers de mon quotidien, ma chambre, mon lycée, les rues de mon quartier, semblaient soudainement déformés, comme si je les voyais à travers un prisme différent. Et pourtant, malgré tout ce bouleversement, quelque chose de fondamental restait inchangé. L'amour. Pas celui des certificats de naissance ou des liens de sang, mais celui des moments partagés, des sacrifices consentis, des nuits blanches passées à veiller sur un enfant malade. Cet amour, je commençais à le comprendre, transcendait les définitions conventionnelles de la famille. Mais cette compréhension ne résolvait pas les nombreux problèmes pratiques qui surgissaient. Devais-je continuer à appeler mes parents adoptifs maman et papa? Que dire à mes camarades de classe qui connaissaient ma version précédente de la vérité? Comment gérer les sentiments contradictoires que j'éprouvais envers Marie-Claire, cette femme qui était à la fois une étrangère et ma mère biologique? Ce chapitre crucial marque le point de basculement de l'histoire, où la confrontation avec la vérité force une redéfinition complète des relations familiales et de l'identité personnelle. La narration entrelace habilement les aspects émotionnels, psychologiques et pratiques de cette crise existentielle, maintenant une tension constante, tout en permettant à l'auditeur de s'identifier au dilemme complexe du personnage principal. Bienvenue dans le 3e acte de cette saga familiale bouleversante, là où les premières fissures deviennent des failles béantes et où les décisions prises dans le passé provoquent un effet domino dévastateur. Attachez vos ceintures, car nous entrons maintenant dans la phase où les conséquences se matérialisent de manière irréversible. Les semaines suivant la révélation furent marquées par une intensification dramatique des tensions familiales. Le premier signe tangible de l'effondrement fut l'incident du 14 juillet. Alors que toute la ville célébrait comme à son habitude, notre maison se transforma en champ de bataille verbal. Thomas, incapable de contenir sa colère plus longtemps, lança une accusation dévastatrice. « Vous avez volé notre vie. Vous nous avez privés de nos vrais parents. » Ces mots, comme des balles perdues, ricochèrent sur les murs de notre salon, blessant tout le monde sans distinction. Cette explosion émotionnelle déclencha une série d'événements en cascade. Ma mère adoptive, Émilie, tomba dans une dépression sévère. Elle prit un congé maladie prolongé, passant ses journées dans une semi-obscurité volontaire. Son comportement changea radicalement. La femme dynamique et organisée que nous connaissions disparut, remplacée par une silhouette fantomatique errant dans la maison, murmurant des excuses à des interlocuteurs invisibles. Mon père, Jean-Marc, adopta une stratégie inverse mais tout aussi destructrice. Il se plongea dans le travail de manière obsessionnelle, rentrant de plus en plus tard le soir, souvent accompagné d'une odeur de cigarettes et d'alcool. Les regards entendus de ses collègues et les appels discrets sur son téléphone portable suggéraient une liaison extra-conjugale, ajoutant une nouvelle couche de douleur à la situation déjà explosive. La situation financière de la famille commença également à se détériorer rapidement. Les frais médicaux de Marie-Claire, que mes parents avaient pris en charge en secret depuis des années, pesaient lourdement sur leur budget. Les paiements réguliers effectués via des comptes offshore, révélés lors de la fameuse soirée des comptes, avaient creusé un trou considérable dans leur épargne. Leur maison, symbole de stabilité bourgeoise, fut mise en hypothèque pour couvrir les dettes accumulées. Mais les conséquences ne s'arrêtaient pas là. L'effondrement de notre cellule familiale eut un impact direct sur mon parcours scolaire. Mes résultats chutèrent vertigineusement, transformant une élève prometteuse en une adolescente démotivée. Les professeurs, inquiets, convoquèrent mes parents pour une réunion disciplinaire. La rencontre tourna au désastre. Ma mère, incapable de formuler une réponse cohérente,
fondit en larmes devant l'équipe pédagogique, tandis que mon père, absent, envoya un simple mail d'excuses formelles. Thomas, quant à lui, développa des comportements autodestructeurs. Il commença à fréquenter une bande marginale, testant diverses substances illicites. Son attitude rebelle atteignit son paroxysme lorsqu'il fut arrêté pour vandalisme sur la propriété d'un ancien ami de la famille. Ironiquement, le fils de Marie-Claire issu d'une autre relation. Cette arrestation marqua un point de non-retour dans notre descente collective. Les médias locaux, flairant le scandale, s'emparèrent de l'affaire. Un article dans le journal régional révéla des détails embarrassants sur les adoptions illégales et les arrangements financiers secrets. Notre nom de famille, autrefois respecté dans la communauté, devint synonyme de scandale et de déshonneur. Les invitations aux événements sociaux cessèrent, les regards dans la rue se firent accusateurs, et les commérages prirent des proportions incontrôlables. Cette pression sociale exacerbée eut des effets dévastateurs sur ma santé mentale. Je développais des troubles alimentaires, oscillant entre périodes de restriction extrême et crises de boulimie. Les nuits d'insomnie se multiplièrent, ponctuées de cauchemars récurrents, où je me retrouvais piégée dans un labyrinthe sans fin, poursuivi par des versions alternées de moi-même. La situation atteignit son apogée lors d'une scène particulièrement dramatique. Marie-Claire, consciente que ses jours étaient comptés, exigea une rencontre familiale dans sa chambre d'hôpital. Ce qui devait être un moment de réconciliation tourna au règlement de compte. Thomas, ivre, insulta copieusement mes parents adoptifs avant de fuir l'hôpital en claquant la porte. Ma mère, submergée par l'émotion, fit une crise cardiaque mineure sur place. Cet incident marqua un tournant brutal. Marie-Claire décéda 3 jours plus tard, laissant derrière elle un testament explosif. Dans ses dernières volontés, elle stipulait que toute sa fortune, conséquente grâce à son succès artistique ultérieur, devait être divisée entre moi et son autre enfant. Cette clause, destinée à corriger les injustices passées, ne fit qu'attiser les tensions existantes. La lecture du testament transforma la salle d'audience en champ de bataille légal. Mes parents adoptifs contestèrent vigoureusement la décision, invoquant les années d'investissement émotionnel et financier. Les avocats, les experts psychologiques, les médiateurs, tous défilèrent dans notre vie, transformant notre drame personnel en spectacle juridique public. Dans ce chaos généralisé, une nouvelle dynamique apparut. Thomas et moi, malgré notre relation fracturée, nous retrouvâmes dans notre rôle commun de victimes d'un système dysfonctionnel. Nous commencions à échanger des regards complices lors des audiences, à partager des moments de réconfort mutuel dans les couloirs du tribunal. Cette solidarité naissante, bien que fragile, représentait peut-être la seule lueur d'espoir dans cette tempête destructrice. Cependant, la pression continue eut des effets durables sur notre santé physique. Les examens médicaux révélèrent chez moi des signes précoces de fibromyalgie, probablement induite par le stress chronique. Thomas, de son côté, développa une dépendance aux opioïdes, initiée par des médicaments prescrits suite à une bagarre. Le tableau final de cette période sombre était accablant. Une famille déchirée, des finances en ruine, des réputations brisées et 2 adolescents aux prises avec des traumatismes profonds. Pourtant, dans cette destruction apparente, des graines de transformation commençaient à germer. Car parfois, il faut toucher le fond pour trouver la force de reconstruire différemment. Ce chapitre, dense et émotionnellement chargé, illustre parfaitement comment un seul secret peut provoquer une réaction en chaîne dévastatrice. Chaque conséquence, chaque effet secondaire, chaque complication imprévue s'imbrique dans un schéma complexe de destruction progressive. Après la tempête vient toujours une certaine forme de calme. Mais attention, ce n'est pas un retour à la normale, c'est une métamorphose forcée, une reconstruction laborieuse sur des ruines encore fumantes. Voici comment nous avons appris à marcher à nouveau, même si le sol restait instable sous nos pieds. La véritable renaissance commença par un geste inattendu. 3 mois après la mort de Marie-Claire, je reçus une lettre manuscrite de son galeriste parisien. Attachée à une reproduction encadrée d'un de ses tableaux, une représentation abstraite d'une femme tenant un enfant, se trouvait une note.
Elle disait toujours que vous étiez sa plus belle œuvre. Cette simple phrase déclencha quelque chose en moi, une prise de conscience que la guérison devait commencer par l'acceptation de toutes les facettes de mon identité. La première étape fut thérapeutique. Contre toute attente, ce fut Thomas qui prit l'initiative. Convaincu par son conseiller de probation, il accepta de suivre une thérapie cognitive comportementale. Ses progrès, bien que lents, devinrent une source d'inspiration pour moi. Ensemble, nous convainquîmes nos parents de participer à des séances de thérapie familiale. Ces sessions, bien que souvent douloureuses, devinrent progressivement des espaces de vérité et de pardon. Un élément crucial de notre guérison fut la création d'un rituel hebdomadaire, le temps de vérité. Chaque vendredi soir, nous nous réunissions autour d'une table ronde, symbole choisi intentionnellement, pour partager nos pensées les plus profondes sans jugement. Ces discussions, guidées par notre thérapeute, nous permirent de démêler les fils emmêlés de notre histoire commune. Sur le plan pratique, nous dûmes faire face aux conséquences financières. La vente de la maison familiale devint inévitable. Plutôt que de voir cela comme une perte, nous décidâmes d'y voir une opportunité. L'argent obtenu permit de régler les dettes et d'investir dans de nouveaux départs. Mes parents achetèrent un petit appartement en centre-ville, tandis que Thomas et moi optâmes pour un studio partagé près de l'université. Le processus juridique, bien que toujours en cours, prit une tournure positive grâce à une médiation innovante. Nous établîmes un fonds commun alimenté par l'héritage de Marie-Claire, destiné à soutenir les initiatives artistiques locales. Cette décision transforma un legs potentiellement conflictuel en un projet de réconciliation communautaire. Ma relation avec mes parents adoptifs évolua de manière significative. Nous créâmes de nouveaux rituels qui reflétaient notre nouvelle réalité. Fini les célébrations d'anniversaires traditionnels, à la place, nous organisions des journées de reconnaissance où chacun partageait ce qu'il appréciait chez les autres. Ces moments, bien que parfois maladroits, renforcèrent nos liens d'une manière plus authentique. Quant à ma mère biologique, je trouvais un moyen de maintenir son souvenir vivant à travers l'art. Avec l'aide du galeriste, j'organisais une exposition posthume de ses œuvres, intégrant des panneaux explicatifs sur son histoire. Cette initiative reçut un accueil inattendu dans les cercles artistiques, transformant la tragédie personnelle en une contribution culturelle significative. « C'est comme si on réécrivait notre histoire », confiai-je un soir à Thomas. « Non », répondit-il doucement. « On apprend juste à lire entre les lignes. » Ce changement de perspective fut essentiel. Nous arrêtâmes de voir notre passé comme une succession d'erreurs, mais plutôt comme un ensemble complexe de choix humains, chacun motivé par des intentions diverses. Cette compréhension nous permit de reconstruire nos relations sur des bases plus honnêtes. Les bénéfices de cette transformation se manifestèrent de manière tangible. Mes résultats scolaires s'améliorèrent spectaculairement, me permettant d'obtenir une bourse pour des études de psychologie. Thomas, après avoir surmonté sa dépendance, découvrit une passion pour le travail social, particulièrement auprès des adolescents en difficulté. Nos parents, bien que marqués par les événements, trouvèrent également leur propre chemin de guérison. Ma mère adoptive commença à écrire un journal intime qu'elle partageait volontairement avec nous, documentant son parcours émotionnel. Mon père, quant à lui, s'engagea dans un groupe de parole pour hommes ayant traversé des crises familiales similaires. Un aspect crucial de notre réhabilitation fut l'intégration des différentes parties de notre identité. J'appris à embrasser à la fois mes racines biologiques et adoptives, comprenant que l'authenticité ne nécessitait pas de choisir entre elles. Cette acceptation se traduisit par des changements concrets. Je conservai mon nom de famille adoptif, tout en incorporant un deuxième prénom inspiré de Marie-Claire. La transformation sociale fut tout aussi significative. Notre histoire, relayée par les médias avec plus de compassion, devint un exemple d'espoir pour d'autres familles confrontées à des secrets dévastateurs. Nous participâmes à des conférences et des ateliers, partageant notre expérience, pour aider d'autres à naviguer leur propre tempête familiale. L'évolution de nos relations sociales fut également remarquable. Beaucoup de nos amis d'enfance, initialement distants par peur ou incompréhension, revinrent vers nous avec une empathie renouvelée. Cette expérience nous enseigna la valeur de l'authenticité et de la vulnérabilité partagée.
Peut-être la leçon la plus importante fut celle de la résilience active. Nous apprîmes que la guérison n'est pas un retour à un état antérieur, mais une transformation en quelque chose de nouveau et de plus fort. Chaque cicatrice, chaque souvenir douloureux devint une pierre angulaire de notre nouvelle fondation, familiale. Enfin, nous instituâmes une tradition particulière, une boîte de vérité où chacun pouvait déposer anonymement ses pensées, ses peurs, ses questions. Ce rituel, simple en apparence, devint un puissant outil de communication et de prévention des non-dits. Ce chapitre marque la transition cruciale de la destruction à la reconstruction, illustrant comment une famille peut transformer une tragédie en catalyseur de croissance personnelle et collective. Chaque étape du processus de guérison est décrite avec des détails concrets, offrant une véritable feuille de route pour ceux confrontés à des défis similaires. Nous voici arrivés au terme de cette odyssée émotionnelle. Mais attention, ce n'est pas une conclusion classique. C'est une métamorphose continue où chaque fin devient un nouveau commencement. Préparez-vous à découvrir comment une famille, brisée, peut devenir une force de transformation pour toute une communauté. 10 ans après les événements initiaux, notre foyer ne ressemble plus en rien à celui que nous connaissions. Ce qui aurait pu devenir une tragédie familiale isolée s'est transformé en un mouvement de sensibilisation nationale. À partir de nos expériences, nous avons fondé Les Racines Visibles, une association dédiée à accompagner les familles confrontées à des secrets dévastateurs. Le véritable tournant survint lorsqu'une journaliste de renom, touchée par notre histoire, réalisa un documentaire primé. Ce projet, loin de se contenter d'exposer notre drame personnel, mit en lumière des milliers de cas similaires à travers le pays. La diffusion nationale déclencha une vague d'empathie et de prise de conscience inattendue. Les lignes téléphoniques de soutien créées spécifiquement pour le documentaire saturèrent littéralement dès la première semaine. L'impact sur notre vie personnelle fut tout aussi significatif. Mon parcours universitaire en psychologie me conduisit à spécialiser dans la thérapie familiale transgénérationnelle. J'obtins une chaire dans une prestigieuse université où j'enseigne aujourd'hui les mécanismes de transmission des traumatismes familiaux. Ironiquement, mes recherches académiques se nourrissent directement de mes expériences personnelles, créant un pont unique entre théorie et pratique. Thomas, après avoir terminé brillamment des études de travail social, dirige maintenant un centre d'accueil pour adolescents en rupture familiale. Son expertise sur le terrain, combinée à son vécu personnel, fait de lui un référent incontournable dans sa spécialité. Plus étonnant encore, il a développé un programme innovant d'intervention précoce qui a déjà sauvé plusieurs familles de la désintégration totale. Nos parents, bien que marqués par les cicatrices du passé, trouvèrent leur propre mission. Ma mère adoptive devint auteure, publiant un best-seller autobiographique qui devint rapidement un guide de référence pour les familles adoptives. Son livre, traduit en plusieurs langues, a contribué à redéfinir les pratiques d'adoption modernes. Mon père, quant à lui, créa une fondation pour soutenir les familles en crise économique due à des secrets non résolus. « Tu sais, Claire, » dit Thomas un soir autour du feu de camp familial, « je me demande souvent si nous serions devenus qui nous sommes sans cette tempête. »« Probablement pas, » répondis-je en souriant. « Mais je préfère penser que nous avons choisi de donner un sens à ce chaos. Cette philosophie, simple en apparence, devint le fondement de notre approche collective. Nous apprîmes à voir notre histoire non comme une malédiction, mais comme un cadeau difficile, un défi qui nous força à grandir, à évoluer, et finalement à contribuer positivement à la société. Les transformations les plus profondes concernent nos relations intrafamiliales. La notion même de famille a été redéfinie, transcendant les limites biologiques et adoptives. Nous organisons désormais des rencontres des racines, rassemblant régulièrement tous ceux qui ont contribué à notre histoire. Parents biologiques, adoptifs, demi-frères et sœurs, amis proches transformés en familles choisies. Le legs artistique.